Bonjour à toutes et à tous, pour les nouveaux qui sont arrivés depuis que j'ai dit bonjour il y a 3 minutes. Que je partage ma tête aussi, ou on fait comme ça. Très bien. Nous allons donc commencer notre webinaire. Notre webinaire, donc Empower the Trainer, à l'occasion de la sortie de notre nouvelle version de la Virtual Training Suite, qui comprend des avancées majeures pour VTS Editor et VTS Perform. Aux commandes de ce webinaire, nous sommes deux, moi-même, François Pujalon, je suis donc responsable de formation, coordination, réseau de partenaires chez, chez Serious Factory. Je suis arrivé en mars rejoindre cette aventure après avoir été 4 ans client et avoir adoré les produits. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et Thomas est également avec moi, Thomas Lussuer, qui est donc, au marketing et qui va gérer les questions-réponses. C'est-à-dire que si vous avez, vous, une question à poser, vous la posez dans le chat. Il va trier ces questions-là. S'il peut vous faire une réponse en direct, il le fera. S'il doit intervenir, il me fera un petit claquement de doigts. Il est en face de moi. Il prendra la parole en parlant très fort pour parler dans mon micro. Et s'il a une question à me remonter pour que moi j'y réponde et que je vous montre ce qui se passe sur l'écran, je prendrai cette question et il me la remontera. Voilà. Je vois qu'il y a quand même des participants qui continuent d'arriver. Voilà le programme que vous avez déjà dû voir normalement sur l'invitation pour GoToWebinar. Nous sommes ensemble, en tout cas ceux qui feront l'entièreté des 2 heures. Il y aura des pauses, je vous rassure. On a d'abord une présentation des nouveautés de l'outil Auteur VTS Editor de 15h à 15h45 avec une session de questions-réponses à l'issue de cela. Il y aura probablement quelques questions qui seront traitées pendant le webinaire, mais on aura un petit peu plus de temps d'échange à la fin. Une petite pause café entre les 2 webinaires et de 16h à 16h45, on vous présentera les nouveautés de la LXP, la Learning Experience Platform VTS Perform, qui est l'avancée majeure, j'ai envie de dire, de la sortie de VTS 6, avec là aussi une séance de questions-réponses. On a pensé ce webinaire comme étant, en fait, on voulait faire d'abord un webinaire sur VTS Editor et ensuite un webinaire sur VTS Perform, et on s'est dit qu'en fait, comme on est une suite super interconnectée et que les différentes choses qui peuvent se faire dans l'une impactent l'autre, c'était très intéressant de tout rassembler sur une histoire commune entre l'évolution de ces 2 produits phares. Je vous propose donc de commencer avec les nouveautés de VTS Editor. Et avant de commencer techniquement, je vais paramétrer une petite scène pour notamment ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on a quelques-uns d'entre vous a priori ne connaissent pas, donc on est sur le logiciel VTS Editor. J'ai créé une expérience qui s'appelle Webinaire 6.0, qui a donc un écran paramétré avec j'ai mis un petit fond d'écran, ça m'a pris 2 minutes pour sélectionner les images et taper un texte. Et je peux ensuite entrer sur ma scène où j'ai mis donc une scène ici et je vais créer, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais créer une nouvelle scène. Allez chercher. Pour ceux qui connaissent déjà, ça vous paraît normalement assez basique. Je récupère un décor que j'ai déjà créé parmi la liste de tous les décors qui sont disponibles. Je vais ajouter un personnage. Ici, donc parmi ma banque de personnages, j'en ai déjà sélectionné un. Et il va pouvoir nous dire bonjour et bienvenue. Parfait. Première nouveauté de VTS Editor ici à ce stade. On a de nouvelles voix de synthèse. Donc, vous avez vu avec le personnage ici, nous avons désormais les voix Microsoft. Nous avons ici Microsoft MS Henry que j'ai choisi.
et que nous allons pouvoir vocaliser tout de suite. Je génère la voix de synthèse. Bonjour et bienvenue à... Et on a bien notre personnage qui va nous souhaiter bienvenue. Bonjour et bienvenue à ce webinaire VTS 6.0. Parfait. Maintenant que nous en sommes là et qu'il nous a souhaité bonjour, je vais retourner dans une autre scène. En fait, pour être parfaitement transparent avec vous, j'ai pas mal travaillé sur ce webinaire pour faire une expérience complète que vous pourrez avoir la possibilité de jouer à la fin du webinaire. Cette expérience m'a permis d'utiliser les nouvelles fonctionnalités de VTS. C'est ça qu'on va voir maintenant. J'ai donc déjà ici un bloc parlé avec le personnage qui dit, qui vous souhaite la bienvenue. Et quand vous jouerez l'expérience, vous retrouverez à peu près tout le contenu de ce qu'on va voir pendant ce webinaire, mais présenté différemment. Avec les options pour cliquer soit sur VTS Editor, soit sur VTS Perform, derrière le personnage, c'est-à-dire que j'ai mis des logos qui seront affichés derrière, comme ceci. Bonjour et bienvenue. Vous allez découvrir les nouveautés de la version 6.0 de Virtual Training Suite. Pour cela, cliquez derrière moi sur l'une des icônes. Voilà. Ça, c'était une petite introduction pour les personnes qui ne connaîtraient pas et qui ne seraient pas encore totalement familières avec notre logiciel. La possibilité de générer des voix et de faire quelque chose d'une expérience immersive où le personnage interagit avec nous et on peut interagir avec le personnage. Il est possible de lui répondre, de lui dire des phrases. J'ai hâte de vous présenter maintenant le nouveau bloc drag and drop qui a été très attendu. Alors, le drag and drop, c'est une fonctionnalité qui existe sur beaucoup de LMS, de plateformes. Nous, on a mis du temps à le sortir quelque part parce qu'on ne voyait pas, en fait, ce que c'était une des premières questions que j'ai posées quand je suis arrivé chez Serious Factory en mars, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas de bloc drag and drop, et on m'a répondu, on n'a pas encore, c'est un peu trop basique et il n'y a pas encore de valeur ajoutée particulière. Et là, nos développeurs nous ont sorti cette fonctionnalité qui permet de dépasser ce que font les blocs drag and drop ou les fonctionnalités de drag and drop traditionnelles. Je vais vous montrer tout de suite un exemple réalisé avec le bloc drag and drop. Il s'agit ici de classer les fonctionnalités et les cas d'usage du nouveau bloc drag and drop. Alors, le fait d'avoir un affichage ici, ce sont des affichages carrés, mais on pourra avoir des affichages ronds, ceci est une fonctionnalité. Le fait de pouvoir mettre un fond d'écran, comme vous le voyez derrière, deux personnages un peu grisés, c'est aussi une fonctionnalité. Classer des produits, donc là je suis en train de classer les fonctionnalités ou les cas d'usage, on pourrait faire tout à fait ça avec des produits, je ne sais pas si c'est par exemple classer les médicaments dans telle catégorie de médicaments, ça pourrait être une idée, ceci est un cas d'usage. Ordonner les réponses, c'est-à-dire qu'il faudrait que je sois en mesure de mettre les différentes réponses ici, il faudrait que je puisse les mettre les unes au-dessus des autres et dans le bon ordre si je voulais, ce qui me permettrait de faire, donc ça c'est une fonctionnalité, ce qui me permettrait de faire par exemple une matrice des priorités, ce qui est donc un cas d'usage. Je peux orienter le drag and drop, ici je suis sur deux colonnes qui vont de gauche à droite, mais je pourrais tout à fait les faire de haut en bas, je vous montrerai ensuite. Ici j'ai une combinaison, alors c'est que des images en fait, j'ai généré des images avec du texte dessus, mais je pourrais aussi ajouter un texte de description en dessous, c'est une fonctionnalité. L'analyse des pratiques avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est un cas d'usage, et l'analyse conditionnelle ici, c'est là où ça devient très intéressant et où ce bloc dépasse à peu près tout ce qui se fait sur le reste du marché, c'est qu'on peut analyser très finement ce qui s'est passé dans les réponses quand votre apprenant répond. Donc si je valide ici, j'ai bien mes 45 points parce que j'ai mis toutes les bonnes réponses au bon endroit. Voilà comment, à quoi peut ressembler un bloc drag and drop, mais comme vous avez vu, il y a plusieurs fonctionnalités. Je pourrais complètement changer l'affichage si je changeais le fond d'écran, que je passais ici en forme circulaire et que je changeais l'affichage en horizontal. On aurait tout de suite un bloc, vous le voyez, qui a un autre look et qui vous permet de proposer donc à vos apprenants des modalités d'interaction un petit peu différentes selon les expériences. Enfin, on n'est plus du tout sur le feeling
de réponse n'est pas tout à fait le même. On a également eu la possibilité d'ajouter des emplacements pour indiquer à vos apprenants le nombre de bonnes réponses et de mauvaises réponses qu'ils doivent renseigner, ici avec la fonctionnalité emplacement visible. Je reteste l'expérience. À chaque fois que je vais en haut à droite, pour ceux qui ne connaissent pas, je teste l'expérience et donc je fais une prévisualisation sur la fonctionnalité. Voilà, ici je vois bien qu'il y a 6 fonctionnalités et 3 cas d'usage. Et il faut que j'ai rempli tous les cercles pour avoir le bouton valider qui s'affiche en bas. On retourne sur notre graphe. Là où ça devient donc, comme je le disais, particulièrement intéressant, c'est que là où on a un bloc qui est assez facile, que je vais refaire avec vous, je prends donc un bloc drag and drop ici, je vais y ajouter un premier groupe qui est le groupe fonctionnalité, une consigne, replacer les fonctionnalités et les cas d'usage, et j'ajoute un deuxième groupe qui est donc les cas d'usage. Je pourrais tout à fait ajouter un troisième, un quatrième groupe si je le souhaite. Enfin, on arrive à 4 groupes maximum et VTS Editor nous signale attention, au bout de 4 groupes, la navigation n'est plus aussi fluide et l'expérience apprenant est potentiellement un petit peu diminuée. Vous avez toujours la possibilité de le faire. Voilà, VTS Editor vous aide dans votre conception avec des bonnes pratiques sur les différentes activités. J'ai donc ajouté des fonctionnalités des cas d'usage. Je vais ici sélectionner ma première image. Ici, j'ajoute ma deuxième image, etc. Et de cette façon, je recrée, j'ai déjà mis dans mes médias tous les médias dont j'ai besoin sur l'entièreté de mon expérience. Alors, j'ai l'ordonnancement des réponses, il me manque l'analyse. Voilà. Et donc, pour les cas d'usage, je vais récupérer mes 3 images cas d'usage ici, que j'ai intitulées avec CU, pour cas d'usage, matrice prioritaire, etc. Donc voilà. Et de cette façon, là, en une minute et demie, j'ai pu recréer à l'exact le bloc drag and drop tel que je vous l'ai montré au début. J'ai pas encore mis le fond d'écran, pardon, donc il n'est pas tout à fait recréé à l'exact. Voilà. Si vous ne mettez pas de fond d'écran, on voit le personnage derrière et on garde le fond d'écran déjà existant. Donc, comme je vous disais, là où ça devient intéressant, c'est sur cette analyse conditionnelle, on va pousser un petit peu plus les réponses pour analyser si votre apprenant a répondu tant de bonnes réponses ou pas. En fait, ici, la bonne réponse, c'est si votre apprenant a répondu toutes les bonnes réponses, et la mauvaise réponse, c'est s'il n'a pas obtenu toutes les 100% des bonnes réponses. Vous n'avez pas, par défaut, la possibilité de dire si votre apprenant a 90% des bonnes réponses, alors on lui donne 90% des points. Pourquoi? Parce que à force de travailler justement, nous-mêmes faire des expériences de serious game ou des expériences d'immersive learning ou des modules très basiques, on s'est aperçu que chaque cas est différent et mettre un mode de scoring automatique comme ça ne correspond la plupart du temps pas aux besoins. Ce qu'on a réfléchi, c'est le petit X ici que vous voyez qui assigne un flag à l'élément. Et donc pour ce flag, je vais l'appeler FCT1. C'est fonctionnalité 1. Je vais mettre un flag FCT2 ici, etc. Je peux ajouter une variable, un flag ici à chacun des éléments qui me permet, lorsque l'apprenant valide le bloc, de vérifier quelles sont les réponses qui ont été bien placées ou pas bien placées par les apprenants. Comme je vous disais, j'ai un peu travaillé sur cette expérience, j'ai déjà fait l'exercice ici. J'ai donc ici un bloc variable qui me compte les cas d'usage et qui compte le nombre de flags cas d'usage 1, cas d'usage 2 et cas d'usage 3. Si l'apprenant a répondu bon
sur CU1, CU2 et CU3, alors ces 3 réponses sont considérées comme vraies. Mon comptage de flag me dit qu'effectivement j'ai 3 bonnes réponses et derrière je peux analyser que si j'ai bien 3 bonnes réponses, je donne 15 points et le personnage me dit vous avez raison, ce sont les 3 bonnes réponses pour les cas d'usage. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore VTS Editor, je conçois que ça puisse paraître un tout petit peu compliqué. Rassurez-vous, ça vient très vite d'une part, et d'autre part, on a toutes les ressources pour que vous puissiez apprendre vous-même à utiliser ça sans que ce soit trop compliqué, justement. Et à nouveau, on est dans une analyse très fine pour un cas très particulier. En soi, le bloc drag and drop, juste par lui-même, comme ceci, avec 5 points par bonne réponse, donc un total de 9 réponses, 45 points, se suffit largement à lui-même, sans avoir besoin de pousser particulièrement dans les fonctionnalités. Thomas, est-ce qu'il y a des questions sur le... Pour l'instant, j'ai réussi à répondre à tout le monde. Super. Désolé pour ceux qui ont des petits problèmes de son, j'essaie de tout résoudre, mais malheureusement, pas tout ça. Ça vient aussi il y a des problèmes de son qui viennent de d'autres webinars. Et à part faire parvenir le replay, je pense qu'on peut avoir du mal à faire autre chose. D'accord. Merci Thomas. Voilà donc pour la première fonctionnalité, je vais maintenant vous présenter la refonte du bloc zone cliquable. Alors ça, dans l'expérience, j'ai mon personnage qui dit « Passons maintenant à ma nouveauté préférée sur VTS Editor ». J'avoue que c'est exactement ce que j'ai pensé moi aussi. C'est un vrai confort. Le webinaire s'intitule « Empower the Trainer ». Et cette fonctionnalité, on l'a attendue pendant longtemps pour tous ceux qui conçoivent sur VTS Editor, c'est les nouvelles zones cliquables. On a en fait le bloc fait toutes les fonctionnalités qu'il faisait avant, mais on a fait majoritairement une refonte d'ergonomie, donc pour rendre ça plus agréable pour les concepteurs. Et en plus de ça, on a ajouté quelques fonctionnalités. Je vous montre à quoi ça ressemblait avant. Cliquez lorsque vous êtes prêt à découvrir la nouvelle ergonomie. Là, par exemple, vous voyez qu'avec ma souris au survol, j'ai un petit « Allez-y, cliquez ». Si j'enlève ma souris, ça disparaît. Et si je la remets au survol, j'ai donc la possibilité d'annoter ma zone cliquable. C'est déjà fait avec les nouvelles zones cliquables pour indiquer à l'apprenant ce qu'il peut faire. Donc ça, c'est l'ancien bloc zone cliquable en mode avancé. Vous aviez ici les paramètres. Vos zones, quand vous les ajoutiez avec le plus ici, s'ajoutaient ici. Et vous les voyez sur le centre de l'écran. Et pour modifier une zone cliquable, vous deviez cliquer sur la petite roue crantée au-dessus de la zone cliquable pour accéder aux paramètres de cette zone cliquable. Là, je vais cliquer et voici le nouveau visuel des zones cliquables. Incroyable cette animation. On se croirait sur un diaporama. J'ai fait une petite animation justement pour faire la révélation sur ces nouvelles zones cliquables et on va pouvoir avancer directement sur comment est-ce que j'ai fait cette animation et pourquoi est-ce que c'est largement facilité avec les nouvelles zones cliquables. Je vais ajouter une zone cliquable ici. Et on voit donc un peu plus cette nouvelle interface de zone cliquable. Ce qu'on peut repérer directement ici, c'est l'ajout d'un menu. Je vais commencer par ajouter une zone cliquable ici. Vous voyez qu'elle est carrée. Et si vous voulez repérer, vous pouvez voir que quand ma souris approche, par exemple, du milieu, la zone cliquable est attirée. Et il y a du magnétisme qui se fait sur les repères du milieu. Si j'ajoute une autre zone cliquable ici, et que je la mets juste à côté, pareil, j'ai un magnétisme qui me colle les deux zones cliquables au pixel près. Ça, c'est extrêmement pratique parce que si j'ajoute justement une image pour faire une animation, j'ai découpé une image ici en 5. Je vais la placer sur mon écran. Je l'agrandis. Comme ceci. Je la place tout à gauche. Dans cette deuxième zone cliquable, je vais aller chercher ma deuxième zone. Et là où ça m'aurait pris pas mal de temps avec VTS Editor 5.2, 5.2.4, 5.2.5, les dernières versions qui étaient disponibles, ça m'aurait pris pas mal de temps, mais là, vraiment, vous l'avez vu, quelques secondes, j'ai pu coller ces deux zones cliquables l'une à côté de l'autre, ce qui fait que si je lis mon expérience, si je simule, si je teste mon expérience, donc ça donnera l'impression que c'est une seule image.
Je vais ajouter mes zones cliquables. Je vais reprendre les zones cliquables que j'avais fait avant, histoire d'aller plus vite. Voilà. De cette façon, je colle toutes les zones cliquables entre elles. Et si jamais, alors une des nouvelles fonctionnalités aussi de ce nouveau bloc zone cliquable qui était très attendu et qui nous change la vie, c'est ce bouton ici, activer plein écran. Je passe l'entièreté de mes zones cliquables en plein écran, je quitte la vue possible du graphe, et ça me permet de zoomer. Donc je peux zoomer sur une des zones cliquables si je veux si je veux déplacer quelque chose, si je travaille par exemple sur de toutes petites zones cliquables, c'est extrêmement utile. Mettons que je vais supprimer quelques zones cliquables ici. Si je voulais placer, mettons que cette image-là soit une bouteille et que je voulais la placer au plus près sur cette bouteille-là, avant je devais faire des tests, maintenant je peux zoomer pour que je vois bien que ma bouteille peut être complètement masquée de cette façon-là, et c'est encore mieux sur la bouteille qui est encore plus petite près du personnage, où on est sur un travail de précision, et donc le zoom maximum me permet vraiment de faire ça, alors que gérer ça d'ici, depuis un écran lointain, aurait été compliqué. Le plein écran, c'est du travail de précision qui est, en tout cas le zoom sur plein écran permet du travail de précision, et le plein écran de manière générale sur les zones cliquables est assez appréciable et agréable. Une des autres, pour les autres nouveautés du bloc zone cliquable, je vais vous montrer une petite animation, une autre petite animation que j'ai réalisée et qui permet de bien voir le magnétisme aussi. Cette fois, j'avais fait une découpe en 4 zones. Cliquez n'importe où. Je clique effectivement n'importe où pour déclencher l'animation. Vous allez voir, vous allez avoir 4 zones, une en haut à gauche, une en haut à droite, bas à gauche, bas à droite, et elles ont pareil une animation différente qui permet de créer ce genre de. Ça rappelle. Moi, j'ai fait 8 ans de conseil avant de rejoindre Service Factory, et j'ai mangé beaucoup de PowerPoint. C'est un peu ma Madeleine de Proust maintenant de faire des animations de diaporama comme ça pour passer d'un écran à l'autre. Et pour ceux qui n'auraient jamais fait d'animation avec les zones cliquables, en pensant bien sûr celles et ceux qui n'auraient jamais fait d'animation avec les zones cliquables, maintenant on a ici, vous avez un taux de remplissage avec l'animation qui peut se faire de gauche à droite, de haut en bas, ou dans le sens horaire. Par exemple, si jamais je prenais toutes ces zones, je pourrais changer le format d'animation de cette façon-là. Je suis en train de changer le taux de remplissage. Vous allez voir que l'animation est complètement changée. Cliquez. Je clique et les 4 zones apparaissent de façon horaire. Je vous ai dit que vous alliez pouvoir, toute cette expérience que j'ai conçue pour parler des nouveautés de VTS Editor, avec VTS Editor, elle va être disponible à jouer. Vous allez avoir, on va vous donner l'accès dans la soirée normalement, puisqu'on a, a priori, on a vos mails avec l'inscription sur ce webinaire, on va vous donner cet accès. Mais ce qu'on va également faire, c'est que je vais vous donner l'entièreté du fichier .vtp ici, donc ces animations-là qui sont réalisées avec 4 images au centre de l'écran et qui sont visibles ici. Vous allez pouvoir y accéder, et donc vous pourrez vous prendre vos propres images, les découper en 4 et récupérer la façon dont c'est paramétré. En gros, il vous suffira de faire un copier-coller pour avoir exactement le rendu que vous avez à l'écran dans le webinaire maintenant. Ça, c'est une des... Les animations et les apparitions de zones cliquables comme ça, ce n'est pas une nouveauté à proprement parler. Par contre, avant, c'était assez complexe et assez fastidieux d'aligner ces zones cliquables et de ne pas avoir une zone cliquable qui soit décalée de 3 pixels et qui du coup donne l'impression que l'animation n'est pas parfaite. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Une petite question, si tu veux, pour les zones cliquables. Alors, on me demande si il existe d'autres variables dans les zones cliquables que conditions visibles, à savoir Oui. Une donnée qui cherche à faire des choses qui sont dans un modèle. Si tel objet a été cliqué, alors il y a possibilité de faire une action. Bien sûr. Alors ça, c'est la fonctionnalité de base des zones cliquables. C'est-à-dire que si j'ajoute une zone cliquable ici sur la bouteille, par exemple, je n'ai même pas mis d'image dedans. Il n'y a pas de cette bouteille, il n'y a pas de média dedans.
Je vais ajouter un bloc parler ici où le personnage va me dire cliquez sur la bouteille. Je relie les deux blocs, donc je passe de l'instruction cliquer sur la bouteille à la zone cliquable qui est paramétrée de manière à ce que, ici en haut, il faut que mon apprenant fasse quelque chose, donc j'attends un clic sur une des zones pour sortir du bloc. Et si je clique sur la bouteille, mon personnage me dit bravo. Voilà, donc ça j'ai configuré une première zone cliquable, ce qui devrait répondre à votre question normalement. Et ce que je vais en plus faire pour aller un petit peu plus loin, je vais ajouter une deuxième zone cliquable derrière la porte. Ici, je vais intituler d'ailleurs, je vais leur donner des noms à ces zones cliquables. Bouteille et porte. Si je clique sur un bouteille, il me dit bravo. Par contre, si je clique sur un porte, il va me dire vous voulez déjà partir. Et en disant je voulais déjà partir, je pense qu'il va être attristé de votre choix, il va être très très triste de voir que vous voulez déjà partir. À la différence, si on clique sur un bouteille et qu'on a bien exécuté l'action, on a bravo. Je joue la scène. Cliquez sur la bouteille. Vous ne l'entendez pas, j'ai pas vocalisé les voix. Donc là, j'ai la possibilité, ma souris, mon curseur devient une main si je peux cliquer sur la porte. Et elle n'est pas, si je ne suis pas sur la porte ou sur la bouteille, j'ai juste un curseur. Ça indique ainsi que, à l'apprenant, qu'il peut cliquer à ces endroits-là. J'ai évidemment la possibilité de désactiver le curseur changeant. Si jamais je veux faire un vrai jeu de piste très compliqué, je pourrais n'avoir aucune modification de mon curseur. Et donc si je clique sur la bouteille, il me dit bien bravo, je vais recharger. Si je clique sur la porte, à la différence, il me dit vous voulez déjà partir. J'espère que ça répondait à la question. Je ne sais pas si tu as eu un retour de cette personne, Thomas. Pas encore. Ok. Si ça ne suffisait pas, n'hésitez pas à décrire quelque chose. Ah, parce que là, j'ai bien déclenché une action après avoir cliqué sur une zone cliquable. Et si vous voulez avoir des conditions en particulier, ce que je peux penser, c'est qu'il y a certaines zones cliquables, donc vous avez ici les conditions d'affichage, on va mettre un flag dedans. Voilà, c'est ça, je crois que c'est ça, parce que la personne me répond, je pense que ce serait comme une possibilité de rentrer un flag dedans. D'accord, et bien oui, on a tout à fait. Avant, on avait ici sur les zones cliquables, on avait une petite roue crantée. Cette fonctionnalité existe toujours et ça a été simplifié ici dans l'affichage, puisqu'on a juste à cliquer sur la zone cliquable pour avoir ici effectivement les anciens paramètres avancés avec les conditions d'affichage. Et donc cette bouteille apparaît si j'ai mis un flag soif, par exemple. Donc, je crée un flag soif. Et pour que cette zone cliquable apparaisse, avec un média dedans ou pas forcément, il faudrait que je sois passé par le flag soif avant. Si je n'ai pas le flag soif, alors cette zone cliquable virtuellement n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas à l'écran, votre apprenant n'a pas la possibilité de cliquer dessus. C'est une fonctionnalité qui est extrêmement pratique et utilisée pour réaliser des menus, par exemple. Vous pouvez tout à fait avoir, imaginez que vous ayez un menu sur lequel vous deviez explorer, je ne sais pas, toutes les nouvelles fonctionnalités de VTS Editor, et à chaque fois vous avez un bloc parlé qui dit vous avez bien exploré cette fonctionnalité. Eh bien, j'ai une liste de toutes les fonctionnalités au centre de mon écran, et à côté j'ai des petits boutons validés qui apparaissent uniquement si la fonctionnalité a été vue. De cette manière, j'ai un menu interactif qui augmente au fur et à mesure et qui me permet de voir quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles je n'ai pas encore cliqué et de vérifier mon taux de progression sur cette question. Parce que c'est un peu plus une réponse à la question qui était posée. Au pire, on terminera après. Ok, très bien. Avec ces zones cliquables, on a la chance d'avoir un nouveau... Je vais prendre cette zone cliquable là que j'avais déjà paramétrée. Voici la liste des fonctionnalités principales qui ont été ajoutées dans le bloc zone cliquable. Je vous ai déjà parlé du zoom ici, qui me permet donc de passer en plein écran pour zoomer. Je ne vous ai pas encore parlé de l'édition rapide. L'édition rapide, qu'est-ce que c'est? C'était comme je vous disais, je l'ai un peu évoqué, on avait la petite roue crantée avant qui permettait sur laquelle on devait cliquer si on voulait éditer le texte, éditer la couleur, etc. Mettons que je veuille passer toutes mes zones cliquables, là elles sont en bleu, le fond est bleu. Si je voulais les passer en vert, il faut que je clique une fois ici sur mon pot de peinture.
Je peux changer la couleur de la zone en vert. Je vais aller copier mon code hexadécimal ici pour garder la même couleur partout. Et vous voyez que si je clique sur une autre zone cliquable ici, je suis déjà dans les paramètres de couleur. Je peux aller simplement resélectionner ici. Et j'ai gagné environ 5 clics par modification. Ce qui est un gain de temps énorme. Voilà pour l'édition rapide, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir à cliquer sur un haut cranté pour éditer les différentes zones sur les mêmes paramètres. C'est aussi très pratique quand on a plein de zones comme ça et qu'on veut les éditer. Ah mince, voilà, je veux changer les couleurs de toutes celles-là, ou alors j'ai oublié de mettre une couleur au survol sur cette zone. Je n'ai pas envie de recréer toutes les zones en copier-coller puis de rechanger le texte. Voilà, c'est un peu plus simple. Évidemment, si on est sur les paramètres de texte, je peux changer le texte de toutes mes zones cliquables assez rapidement juste en cliquant sur la zone que je veux modifier et je la remets. Voilà. Avant, on avait donc des balises HTML pour mettre les éléments en gras, en italique. Ouais, pour ceux que ça intéresse, les balises HTML, ça se présente comme ça. Voilà, si j'écris texte entre des petits i ici, vous voyez que mon texte ici est en italique. Avant, pour mettre du texte dans les zones cliquables en italique comme ça, il fallait qu'on ajoute des balises. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. On a la possibilité de mettre les textes en gras, en italique ou en léger. Donc, on affine le texte. C'est les trois options. Vous avez vu que affiner le texte permet de supprimer le gras et l'italique. Oui, j'ai une question. On a deux questions qui sont arrivées, Oui. qui est la même. Ah. Alors, on me demande s'il est possible de sélectionner plusieurs zones pour changer les paramètres en une seule opération. Non. Alors, on peut sélectionner plusieurs zones, oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, le plus simple étant soit avec mon clic droit. Sinon, si je veux sélectionner toutes les zones, je peux faire un CTRL A. Mais comme vous voyez, si je fais un CTRL A, ici, les propriétés ne peuvent pas être modifiées lorsque plusieurs zones sont sélectionnées. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement, par exemple, les paramètres de texte. Les textes sont tous différents selon les zones cliquables. Pour l'instant, ce que je vous recommande si vous voulez faire un changement, c'est un petit peu comme avant, si vous voulez faire un changement qui applique toutes vos zones cliquables, je vous recommande évidemment de créer une première zone cliquable avec les bons paramètres que vous souhaitez, et ensuite de la dupliquer pour changer les éléments qui rendent cette zone cliquable particulière, à savoir le texte par exemple. Et alors, il y a une autre question qui vient d'arriver, à mon avis ça concerne plus les balises. Est-ce que les balises HTML sont autorisées et idem pour les CSS? Les balises HTML, oui, certaines en tout cas, vous les trouverez sur la documentation. Et elles sont même conditionnables, c'est-à-dire que si vous mettez une variable dans votre texte ici et que votre variable est vraie, alors votre texte peut apparaître en gras ou en italique. Donc vous pouvez aller très très loin dans les textes que vous affichez avec vos zones cliquables. Là, c'est un exemple basique, mais voilà. Oui, vous pouvez utiliser les balises HTML. Je ne pense pas que les balises CSS soient autorisées. Et donc, je vous parlais des styles ici, le gras, l'italique, l'affinage du texte. On a également, avant, nous avions toutes les polices du projet qui étaient basées sur la police du projet, qui est définie sur l'écran d'accueil. Nous avons 13 nouvelles polices ici qui ont été ajoutées, ce qui fait que nous pouvons changer le rendu de zone cliquable par zone cliquable. On peut afficher différentes polices. Avant, on était obligé simplement de faire une image avec un texte sur PowerPoint, Photoshop, de changer la police, de transformer ça en image et d'importer ça comme un média. Ça a été largement simplifié. On a quelques options intéressantes aussi dans les options d'import des médias ici. Je peux redimensionner la zone horizontalement pour afficher entièrement le média ou redimensionner la zone pour correspondre à la taille originale du média en pixels. Sachez que nous ajoutons en ce moment même des fonctionnalités supplémentaires de formation sur VTS Editor. Nous avons décidé de former à VTS Editor avec VTS Editor parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de former que... on est convaincu que notre solution est la meilleure façon de former, particulièrement en distanciel, mais aussi en blended, sur tous les apports où elle peut avoir de la valeur ajoutée. Et donc, on est en train de créer des tutoriels interactifs avec le personnage que vous voyez au centre ici qui va venir vous solliciter et vous dire si vous souhaitez apprendre telle fonctionnalité, vous cliquez là, vous faites ça, vous faites ça. Et donc, vous allez avoir un personnage qui vous accompagne sur votre prise en main du logiciel, et notamment les premiers tutoriels interactifs concernent le nouveau blog Zone Cliquable avec toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont être extrêmement détaillées.
On a même caché quelques petites surprises dedans, des traits d'humour si vous cliquez au bon endroit. Le personnage central m'a fait rire plusieurs fois sur ce que les collègues ont produit. On vous réserve de très belles surprises là-dessus. Voilà pour les polices. Changer le sens du média. Donc là, j'ai un texte qui est au-dessus d'un média. J'ai importé l'icône de VTS Editor. Si je clique à droite ici, je peux inverser le sens de l'image au centre, ou de haut en bas, de gauche à droite. C'est notamment avec cet outil-là que j'ai pu faire tout à l'heure les animations. Pourquoi? Parce que ici, les animations, vous voyez que j'ai l'apparition des zones, le remplissage de la zone de gauche à droite, de bas en haut ou en sens horaire. Pour avoir tout à l'heure des zones qui aillent de haut en bas et de bas en haut, j'ai dû inverser les zones de haut en bas ici avant de faire le remplissage de haut en bas puisque je n'ai pas plusieurs options de bas en haut, etc. Bref, c'est comme je vous disais, vous avez le VTP, vous pourrez copier-coller les différents blocs, appliquer vos images dedans et avoir exactement le même rendu sans avoir à les inventer et à refaire ça. Nous avons la possibilité d'ajuster. Alors ça, c'est aussi une fonctionnalité qui va faire gagner beaucoup de temps à énormément de monde. Moi, dans les cas d'usage des zones cliquables, j'avais ce personnage qui présente un tableau. Et sur ce tableau, il y a toutes les choses que l'on va voir dans cette présentation. Et à chaque fois, j'étais obligé de redimensionner le texte pour que la zone cliquable ait la bonne taille. Maintenant, je mets une couleur de la zone. Allez, je vais me prendre une zone rouge foncé, voilà. J'ai un texte blanc dessus. Si j'écris ajuster, ça prend quasiment toute la place. Si j'écris ajuster la taille du texte, avant ça débordait et on ne voyait pas le texte qui disparaissait et on était obligé de réduire la taille du texte. Maintenant, vous voyez que mon texte est devenu plus petit. J'ai encore rajouté du texte, ajouté la taille zone cliquable, mon texte est encore plus petit, et ça c'est très pratique aussi. Mettons que vous imaginez une scène avec un personnage qui est un phylactère au-dessus, le personnage a des pensées, il est en train de penser à quelque chose, et votre bulle n'a pas des bords droits, et par conséquent, si vous écrivez un texte, ce texte peut déborder sur la transparence de la bulle et devient illisible. Avant, on était obligé d'ajouter des espaces à droite, à gauche dans la zone cliquable. Maintenant, on a ici les options de décalage du texte pour décentrer le texte. Donc, si je mets 5 pixels ou 15 pixels à gauche, vous voyez que mon texte, j'ai 15 pixels à gauche sur lequel mon texte n'est plus collé au bord de la zone cliquable. Et la taille de mon texte est automatiquement ajustée pour correspondre à l'entièreté de l'espace disponible. Ça, c'est une fonctionnalité qui, honnêtement, on a des concepteurs chez nous, quand les développeurs leur ont montré ça, ils ont poussé des cris de joie en disant « Enfin, ça va nous faire gagner des heures de boulot ». C'est exactement ce qu'on a voulu pour vous aussi, que vous gagniez des heures de boulot quand vous pourrez créer avec VTS Editor. On a une fonctionnalité aussi, comme on me demandait si on pouvait sélectionner plusieurs zones d'un coup. Alors, quelque chose que l'on peut faire, c'est sélectionner toutes les zones d'un coup, et maintenant on a les options, comme sur PowerPoint ou d'autres outils de diaporama, en plus d'avoir le magnétisme, donc des zones qui se collent les unes aux autres, comme ceci, on a la possibilité de tout sélectionner. Par exemple, si je veux tout aligner au milieu, elles sont toutes alignées au milieu. Si je veux les aligner toutes en haut, elles sont toutes en haut et au milieu. Je vais faire 2 CTRL Z, voilà, si je les aligne toutes en haut, elles vont là. C'est-à-dire qu'on prend les coordonnées de référence de la zone cliquable la plus haute et toutes les zones s'alignent à ce point-là. Bref, normalement, la plupart d'entre vous doivent être habitués à utiliser ces fonctionnalités sur PowerPoint. Et enfin, c'est une fonctionnalité un petit peu avancée, mais qui a été revue aussi. On a amélioré les ancrages. Ici, on a un ancrage à gauche, à droite, au milieu. On peut étendre les zones. Ça, c'est vraiment pour ceux qui font des expériences non responsives. Si vous créez des modules que vous voulez utiliser sur mobile, votre zone peut être alignée à gauche et à droite en même temps et s'adapter automatiquement à l'exacte taille de l'écran de vos apprenants. Ça, c'est une fonctionnalité c'est utile de savoir que ça existe. Et voilà, on peut toujours ajouter dans ces tailles et positions, on peut toujours ajouter des variables sur la position verticale, la position horizontale, de manière à, selon ce qu'on modifie dans le scénario et si on pousse les fonctionnalités de VTS Editor très loin, on peut définir avec des chiffres comment une zone cliquable se déplace dans notre écran. C'est des fonctionnalités avancées qui ne s'utilisent que sur des projets qui sont très réfléchis et pour des fonctionnalités de gamification très très avancées. Voilà.
Est-ce qu'on a encore des questions sur les zones cliquables? Parce que là, j'ai fait le tour des fonctionnalités les principales. Alors, il y en a une à laquelle j'ai déjà répondu, mais on peut la poser effectivement en public. Est-ce que le texte des zones cliquables reste à l'échelle? Je m'explique. Une zone avec un texte est réduite à un point puis grandit jusqu'à la taille définitive. Dans la V5, le texte est dès le départ avec la taille de la police indiquée, ce qui crée un effet pas terrible. Eh bien, j'imagine que j'ai déjà répondu avec la taille automatique, c'est-à-dire que si j'ai aligné toutes les zones ici, je peux agrandir et là, ça va me mettre la taille du texte je reste à la taille du texte maximum, mais si je mets 70, on est ici. En revanche, j'ai quand même la taille automatique, ce qui fait que si je réduis, mon texte va se réduire pour prendre la place maximum jusqu'à la taille 70. Si je dépasse la taille 70, le texte reste en taille 70. Voilà, je suppose que ça répond à la question. Et si je désactive la taille auto, on voit plus que quelques caractères, voire plus aucun. Voilà le comportement de la taille automatique et du redimensionnement automatique. Ok, c'est tout pour les questions. Tout pour les questions sur les zones cliquables, très bien. J'avais envie de voir avec vous donc quelques fonctionnalités supplémentaires qui ont été ajoutées. Nous avons, je retourne sur mon graphe, nous avons ici dans la publication un nouveau format d'export qui, vous vous souvenez que vous aviez normalement les exports en mobile, les exports, vous avez toujours les exports web, les exports VTS Player, il fallait réfléchir avant sur si vous vouliez exporter sur Android, sur iOS, etc. ou pour VTS Perform. Maintenant, on a un format qui s'appelle le .vtsu. Avant, on faisait des exports .vts pour lire dans VTS Player. Maintenant, on fait un export qui s'appelle le .vtsu pour le VTS universel. Et ce format-là va regrouper les mobiles, VTS Perform pour VTS Player, donc VTS Player désigné pour Perform Web. On va vous montrer ça dans une vingtaine de minutes. Et on conserve évidemment les packages SCORM pour LMS et des pages web, où là forcément, comme on est sur des codes particuliers, des conventions qui sont en externe, on a dû s'adapter, c'est toujours des packages particuliers où on n'a pas pu inclure dans le VTS universel. Il y a cette fonctionnalité-là. Vous vous souvenez aussi probablement, vous l'avez probablement pratiqué, par exemple ici cette zone cliquable, je sais moi grâce au petit œil ici fermé qu'elle cache toutes les zones cliquables précédentes. J'ai pas de zone, elle n'affiche rien en particulier, elle permet de me faire disparaître les choses que je ne veux plus qu'elles apparaissent. Je pouvais avant indiquer une note ici, par exemple si je commence à travailler avec un collègue qui ne connaît pas très bien VTS Editor, il va pas forcément trouver ça évident, il va se demander c'est quoi cette zone cliquable avec rien dedans. Je pouvais avant lui mettre une note au-dessus et dedans je dis cette zone cliquable fait disparaître toutes les autres. Ici, on a un petit bonbon que nous ont fait nos développeurs aussi. Si je clique sur cette zone cliquable et que j'appuie sur la touche N sur mon clavier, vous voyez que j'ai un petit entrer un texte en dessous et je peux écrire ici cette ZC fait disparaître. Voilà. De cette façon-là, avant, si je déplaçais mon bloc, la note ne partait pas avec et je devais sélectionner les deux au risque d'oublier la note, etc. Maintenant, cette zone cliquable avec la note en dessous, si je la déplace, eh bien la note assignée à cette zone cliquable vient aussi, ce qui fait que c'est une note contextualisée à un bloc. Et ça, pour identer et juste mettre des informations dans le no-code, c'est vraiment hyper précieux. Nous avions aussi, donc je vous ai parlé des nouvelles voies de synthèse, c'est 81 nouvelles voies de synthèse que nous avons ajoutées, donc il y a un total de 378 voies de synthèse, langues confondues, qui ont été ajoutées avec cette version 81 nouvelles, donc 378 en tout, sur VTS 6.0. Et une autre nouveauté qui est assez intéressante et qui peut résoudre quelques cas pratiques, quelques cas d'usage, vous pouviez avoir une scène sur laquelle vous aviez un personnage et un seul personnage. Par exemple, ici, j'ai un seul personnage dans ma scène. Si j'ajoute un deuxième personnage, Aminata, ici, mais je n'ai pas ajouté Aminata, enfin, elle est ajoutée dans mon casting, mais elle n'est pas ajoutée sur cette scène. Elle n'est pas présente dans la scène. Elle peut être utilisée dans une autre scène. Eh bien, si je voulais, je pourrais tout à fait utiliser Aminata ici en voix off. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas, et je peux générer une voix de synthèse pour Aminata, ce qui fait que
par exemple, si j'ai pris Aminata comme coach au début de mon expérience dans une séquence d'introduction, elle dit je vais vous coacher sur telle situation que vous allez vivre et qui va vous rappeler ce que vous allez vivre normalement en situation dans votre travail. Et si jamais à un moment dans la scène suivante, je me suis trompé, moi en tant qu'apprenant, eh bien je peux avoir la voix d'Aminata qui me dit attention, ceci n'est pas la bonne réponse, vous auriez dû répondre ceci, alors qu'avant, on était obligé de sortir le personnage de la scène pour qu'il n'apparaisse pas, et c'était une façon de contourner. Là, on va beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus propre pour ajouter des voix off à vos scènes et augmenter encore la scénarisation, l'immersivité et faire appel à l'imagination, au sens et aux émotions de vos apprenants, qui sont, comme vous le savez peut-être, des, des façons assez importantes et assez intéressantes d'augmenter la rétention et l'engagement de vos apprenants. J'ai un petit souci sur mon webinaire. Thomas, c'est bon, on voit ça. Ok, donc je vais réouvrir. Refonte visual zone cliquable, c'est bon. Je suis sur l'écran principal. Ça doit être bon? C'est bon. Super. Ok. Donc, tout ça, je crois que je dois relancer le TS Editor. Une petite déconnexion et hop. Un petit escape. Non, c'est bon. Super. Ok. Est-ce que, on arrive au bout des fonctionnalités de VTS Editor là d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions, vous avez des cas d'usage peut-être à présenter, des questions de moi j'ai telle chose. Est-ce que je me dis que ça pourrait être réalisable avec ces nouvelles fonctionnalités? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? C'est à vous. Alors, au niveau des questions, j'ai à peu près réussi. Ah non, j'en ai fait un niveau. Puis moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes enthousiasmé par ces nouvelles fonctionnalités? Moi, le block zone clickable, vraiment, c'est un plaisir à utiliser. Dès qu'ils l'ont sorti, c'était une version qu'on a eue il y a un mois et demi déjà. Ils nous ont dit c'est pas complètement stable, etc. J'ai dit je m'en fiche. Moi, je veux ce block zone clickable. J'en utilise tous les jours. J'ai besoin de ça pour gagner du temps. J'ai plus des questions, des exemples précis qu'on reprendra peut-être C'est le moment là. session. On est en question-réponse. C'est une fin de session sur VTS Editor. Alors, par contre, j'ai eu des feedbacks. Donc, il y en a beaucoup qui sont ça top, surtout ceux qui sont déjà abonnés. Je reconnais quelques-uns parmi tous. Alors, bonjour. A-t-on des émotions positives en plus? Alors, non. Pas plus d'émotions. Il n'y a pas plus d'émotions maintenant dans la 6.0. C'est toujours les mêmes émotions qu'on avait auparavant. Est-il possible de faire disparaître ou apparaître un personnage en cours de scène? Toujours pas. Si vous voulez, il y a toujours un écran de chargement entre deux scènes. Donc, si vous voulez faire disparaître un personnage, vous créez deux scènes. Il y a une scène où le personnage est, la deuxième scène qui est un copier-coller de la première, où le personnage n'est pas, et vous aurez un petit écran de chargement. Ce que vous pouvez assez facilement faire passer en mettant une petite phrase et en disant ce personnage part. Ou voilà. C'est un petit peu de scénarisation à imaginer pour accompagner vos apprenants. On n'a pas encore la possibilité. Je sais que c'est une requête qui a déjà été formulée plusieurs fois. Je suis assez confiant quand je dis que ça viendra un jour. Alors, est-ce qu'il existe d'autres solutions que la duplication de code pour mutualiser les fonctions? Bien sûr de comprendre la question même. La duplication de code pour mutualiser les fonctions. Là, c'est du power user. Je comprends même pas la question. Des templates de fonctions. Tu crées une fonction avec un comportement et tu peux t'en servir. Oui, alors si la question porte sur les templates, il est prévu que nous on produise du contenu chez Serious Factory et qu'on vous donne, c'est-à-dire que vous puissiez copier-coller justement des bouts de blocs qui vous permettent de faire des choses intéressantes et plus rapidement. Le problème qu'on a toujours, et je dis problème, c'est juste l'analyse en fait qu'on a faite, c'est que tous les cas d'usage sont tellement particuliers que pour réfléchir à ce qui est le plus approprié à donner à tous nos apprenants, il faut qu'on réfléchisse et qu'on observe le comportement de tous nos concepteurs en fait. Et sur quel est le comportement qui va le faire gagner le plus de temps au plus de personnes pour qu'on vous produise justement des petits templates comme ça que vous pourrez récupérer et modifier.
Si je fais une analogie avec les développeurs, et vous me dites si cette question n'est pas, je suis pas en train de répondre à la question et que j'ai mal compris. Si je fais une analogie avec les développeurs, la première façon, la première compétence d'un développeur, peut-être que les développeurs de chez Service Factory qui me regardent maintenant vont me taper sur les doigts après, mais la première compétence d'un développeur, c'est avant tout de savoir faire des copier-coller et de comprendre ce qu'on copie-colle et de ce qu'on modifie. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser des choses qui sont très bien faites ailleurs plutôt que de les recréer en fait. Du coup, c'est ce qu'on va vous proposer. On va vous proposer des expériences qui seront bien faites, faciles à utiliser, compréhensibles et à noter pour que vous puissiez faire des copier-coller et récupérer justement des ensembles de fonctions et des ensembles de fonctionnalités. Pour tout ce qui est plus basique, j'ai envie de vous dire, tous les blocs qui sont ici et les blocs techniques permettent de répondre à tellement de cas d'usage pour avoir un effet incroyable en vraiment quelques minutes. La plupart des apprenants actuellement sur le marché de la formation ne sont pas forcément habitués à avoir des personnages avec lesquels ils sont capables d'interagir et des analyses de situation, des analyses de réponses extrêmement fines comme ça, juste avec des blocs flags qui permettent de ne pas rentrer dans du code. Alors, j'avais une question aussi qui portait sur les abonnements. À partir de quel abonnement sont disponibles toutes les fonctionnalités que tu nous as montrées? Alors, toutes les fonctionnalités, ça va être la version Gold pour la bonne et simple raison que je vous ai montré des variables. Je vous ai montré des blocs conditions. Quand j'ai fait l'analyse du bloc, l'analyse fine et un peu poussée du bloc drag and drop, vous vous souvenez, j'ai mis des flags après dans les drag and drop sur chacune des images qu'on pouvait déplacer. Pour faire cette analyse, je vais avoir besoin d'un bloc condition qui est accessible à partir du pack Gold. Sinon, les zones cliquables en elles-mêmes sont accessibles à partir du pack Silver. Il y aura certaines fonctionnalités qui sont liées aux variables qui ne vont pas être disponibles, mais comme les flags le sont, faire apparaître une zone cliquable avec des flags, par exemple justement quand je disais tout à l'heure la bouteille d'eau n'apparaît que si j'ai soif, ça c'est faisable dès le pack Silver. Et à propos de fonctionnalités aussi, nous avons comme le VTSU permet d'inclure avant pour faire des exports mobiles, vous étiez obligé d'avoir un pack Gold. Maintenant, comme le VTS universel inclut les packs mobiles, le déploiement sur mobile est inclus à partir du pack bronze. Et la fonctionnalité drag and drop aussi qui est très puissante en termes de faire réfléchir vos apprenants et de faire appel à leur analyse est également disponible à partir du pack bronze. Alors, j'avais une question sur le drag and drop. Peut-on faire un drag and drop libre? Entre parenthèses, définir la zone de réception. C'est la première chose que j'ai faite. C'est-à-dire définir la zone de réception. Vous voulez dessiner vous-même la zone dans laquelle le drag and drop va arriver? Je pense que c'est ça. Après, il y avait des moments où il n'y avait pas beaucoup de son au début. Donc ça peut être, définir dans le décor, oui. Définir dans le décor, non. Vous avez la possibilité de contourner, de faire plusieurs zones en haut, en bas. À partir du moment où vous voulez arriver à faire quelque chose comme ça, qui est un cas d'usage donc assez particulier, où vous voulez faire une zone en particulier, on recommande de manière générale, vous voulez faire quelque chose de très particulier, très avancé, passez par les zones cliquables, vous avez accès à l'entièreté de toutes les fonctionnalités que vous pouvez imaginer, non seulement dans le e-learning, mais avec un logiciel. En fait, on peut tellement tout simuler avec des zones cliquables qui seraient bien paramétrées. Donc, j'ai envie de vous dire là aussi, on va probablement avoir des templates de zones cliquables qui vous permettront de reproduire ça facilement. Ce à quoi je pense, sinon pour votre cas d'usage, c'est de récupérer la façon dont le bloc zone cliquable fonctionne actuellement et de mettre un fond d'écran. Vous créez votre fond d'écran en image qui vous dessine dans votre fond d'écran la zone dans laquelle vous voulez que votre apprenant dépose les blocs. À mon avis, il va falloir un petit peu adapter votre graphique à la façon dont fonctionne le bloc. Mais vous avez moyen de rendre ça très interactif et d'avoir un effet qui devrait correspondre à ce que vous voulez. Eh ben, écoute, pour l'instant, on est bon sur les questions. Alors, s'il y en a à qui je n'ai pas encore répondu en privé, je m'efforcerai de le faire, bien entendu, pendant la petite pause. Je vous propose du coup de faire 5 minutes de pause, histoire de laisser à François le temps de pouvoir peut-être boire un verre d'eau. Exactement, j'ai un flag soif qui s'est activé dans ma gorge là, et je crois que je vais aller cliquer sur le
sur la bouteille d'eau dans la salle de pause. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite pause de 5 minutes où je vais donc continuer à essayer de répondre à peu près à ceux à qui j'ai pas encore répondu. Sinon, j'en garderai certaines peut-être pour la fin, histoire de. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions vis-à-vis de Perform, donc celle-là, je les garderai pour la fin. Ah, j'ai hâte. Et je vous invite vraiment à rester pour cette deuxième heure, car si vous avez apprécié les nouveautés de BTS Editor, je pense que les nouveautés de BTS Perform vont être encore plus bluffantes. Et j'ai vu que certains m'ont posé des questions vis-à-vis des vues web, etc. Je pense qu'il y a de belles surprises qui vous attendent. Donc voilà, vous n'êtes pas prêt. Ouais, comme dirait Elidan, vous n'êtes pas prêt. À tout de suite. Non, juste tu mets